Non! Et salut à tous! Changement de format pour cette vidéo. J'ai parfois envie de parler de certains jeux, mais n'ayant pas de carte de capture ou de temps pour le montage, il serait difficile de proposer le format habituel assez souvent. Donc au lieu de passer 2 mois sur la capture, l'editing et tout le bordel, cette vidéo va avoir un format plus tranquille, avec des visuels que j'ai pas capturés moi-même. Ce que vous verrez provient donc des trailers et d'autres vidéos que j'ai trouvées en ligne. Alors bien entendu, mon format classique ne disparaît pas pour autant, mais j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Donc cette vidéo s'intitule Tears of the Kingdom, une suite décevante. Oui, ça fait un peu putaclic, hein, mais ça m'empêchera pas de donner un avis construit. Sachez juste que je ne compte pas me forcer à encenser le jeu juste pour contenter les fans. Après tout, on a quand même attendu 6 ans pour cette suite. Alors forcément qu'elle était un peu attendue au tournant. Sachez également que je ne me suis pas hypé pour rien. J'ai certes bien aimé Breath of the Wild et j'attendais forcément sa suite étant fan de la série. Mais hormis le tout premier trailer sorti il y a un bail, c'était la surprise pour moi. Mais peu de doute que si la formule de Breath of the Wild vous avait déjà plu, alors vous ne devriez pas rechigner à faire ce nouveau volet. Par contre, si comme moi vous aviez été déçu que la formule pivote à ce point en retirant ce qui étaient les gros points forts des Zelda, alors vous risquez d'être déçu du peu de changements apportés dans le sens qu'on voulait et du manque de correction des plus gros problèmes qu'on avait avec cette formule. Mais c'est sûrement comme ça que Nintendo fera pour les prochains Zelda. Et je doute qu'on retrouve des jeux plus linéaires avec des donjons énormes et complexes et des nouveaux outils à trouver au fur et à mesure qu'on avance. Donc je pense qu'on peut dire adieu définitif à la formule Ocarina of Time. Malheureusement, elle ne reviendra sûrement pas de suite. Au niveau technique et des graphismes, c'est dingue qu'un jeu aussi conséquent tourne sur la Switch. La direction artistique est toujours incroyable, avec ce look coloré un peu cartoonesque à la croisée entre Skyward Sword et Wind Waker. Et qu'un jeu pareil tourne aussi bien sur une patate comme la Switch est un exploit. Merci à Monolith, responsable des Xenoblade, d'avoir carré Nintendo sur leur moteur de jeu, car c'est sûrement en partie la raison pour laquelle ce jeu tourne aussi bien. Il y a encore quelques baisses de framerate en extérieur, mais c'est largement acceptable. Exception faite de la cité Goronia qui rame du cul. La distance d'affichage semble avoir pas mal augmenté, et le jeu est un peu plus net. Quant aux bugs, j'en ai pas rencontré de spécialement gênants. De temps en temps ça clip un peu, parfois il y a une physique un peu étrange, et il y a encore des chargements qui figent le jeu si on se déplace trop vite. Mais globalement, c'est exactement le niveau de finition qu'on devrait attendre d'un jeu à 60 balles. Je devrais pas les féliciter pour quelque chose de normal, mais quand on voit la concurrence, on se dit qu'au moins, il reste un éditeur qui tient à ses standards de qualité. Et c'est déjà ça. Concernant l'interface, c'est presque identique. Mais il y a maintenant un menu radial pour les pouvoirs. Mais alors pourquoi ne pas faire la même chose pour les menus d'armes et d'objets? C'est clairement plus pratique. On est d'accord, on passe son temps à scroller pour changer d'équipement dès qu'on commence à avoir beaucoup d'emplacements. Et idem pour la bouffe et les consommables, qu'on peut d'ailleurs maintenant placer sur ses flèches ou lancer via un menu rapide. L'idée est très bonne et ça permet de supprimer les flèches élémentaires et le pouvoir des bombes. Mais s'il faut scroller 2 plombes pour trouver l'objet à lancer, je trouve qu'on perd une partie de l'intérêt d'un menu rapide. Les touches ne sont toujours pas reconfigurables, ce qui est scandaleux en 2023. Clairement, Nintendo n'en a rien à foutre des options d'accessibilité. D'autant que les contrôles de base, qui étaient déjà un peu moyens, sont toujours les mêmes. On s'y fait, mais après de nombreuses erreurs et manips à la con. Le système de santé n'a pas bougé d'un pouce, ce qui est une assez mauvaise nouvelle si vous cherchiez du challenge, puisqu'on peut toujours se taper un resto en plein combat, et donc reprendre toute sa vie juste en ouvrant le menu. Heureusement, ça a été un peu contrebalancé par les dégâts accrus des ennemis, qui n'hésitent pas à nous one-shot jusqu'à assez loin en jeu. Mais franchement, le problème aurait pu être réglé de plein de manières. Ça aurait pu être un cooldown sur les soins, ou bien une animation en temps réel pour manger. Quelque chose quoi. Mais enfin passons, clairement, c'était pas le challenge des combats qui était en tête pour les développeurs. Sinon, les comparaisons avec Elden Ring seraient très gênantes pour ce nouveau Zelda. Enfin bon, je voudrais aussi parler du début du jeu. L'introduction est un peu longuette comparée au premier volet, mais on sent une envie d'offrir une expérience plus scénarisée, ce qui n'est pas pour me déplaire, vu la pauvreté de Breath of the Wild à ce niveau. Mais bon, on a encore droit au coup des souvenirs pour reconstituer l'histoire. La zone de tuto est plus resserrée que le plateau du prélude, et de forme concentrique, ce qui permet de contraindre un peu le joueur sur un chemin bien défini pour lui faire apprendre les nouvelles mécaniques de jeu. Ça ressemble donc pas mal à l'introduction de Breath of the Wild, mais en plus impressionnant, avec des sauts de l'ange et des panoramas magnifiques. Cependant, je me dis que cette suite fait un peu trop copier-coller. Et ce que je dis est valable pour la majorité des éléments du jeu. Ne sautez pas tout de suite sur le bouton dislike, car je voudrais tout de même vous expliquer mon point de vue. La structure des régions n'a pas bougé d'un pouce, et elle est similaire à base de vide, parsemée de camps d'ennemis, d'énigmes Korogu,
Non, 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 non. de sanctuaires et autres relais, ce qui ne devrait pas dépayser ceux qui ont bien aimé Breath of the Wild. De même, la quête principale s'organise autour de 4 semi-donjons scénarisés, à faire dans l'ordre qu'on veut. À la suite de ces donjons, on obtient à chaque fois une capacité, un peu comme dans Breath of the Wild à nouveau. Mais pour le coup, j'ai trouvé ces capacités beaucoup plus engageantes, car le jeu nous permet de les utiliser de manière beaucoup plus fréquente, et le fantôme des alliés qui ont cette capacité nous accompagne, y compris en combat, ce qui fait que j'ai trouvé qu'elles s'intégraient mieux à l'exploration, et font beaucoup moins pouvoir péter de dernière minute, parce que très honnêtement, la colère d'Urbosa, c'était complètement pété. De même pour la rage de Revali, et la prière de Mipha. Par contre, je suis un peu déçu que sa structure ait aussi peu changé. Comme d'habitude, on fait des sanctuaires pour plus de vie ou d'endurance, on cuisine des centaines de plats pour toujours avoir du soin, on fait des camps d'ennemis quand on manque d'armes, armes qui pètent d'ailleurs toujours trop vite, hein. De temps en temps, on a des quêtes plus ou moins marrantes, mais surtout moins que plus, hein, franchement. Et globalement, on roule toujours sur les sanctuaires et mini-donjons qui manquent de profondeur. Car c'est selon moi le plus gros défaut qui n'a pas été corrigé par ce Tears of the Kingdom. Les sanctuaires et donjons sont toujours trop courts, malgré la profusion d'idées excellentes pour les puzzles. Tout ça pour exploiter l'idée sur maximum 2 salles, alors que ça pourrait faire un donjon beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant. Mais non, comme d'hab, une mécanique est dévoilée, on l'utilise une fois pour le coffre caché et une fois pour finir le sanctuaire, et puis c'est tout. Honnêtement, ça me donne très souvent un goût d'inachevé, et c'est pour moi le défaut majeur depuis Breath of the Wild. Car j'insiste, mais les concepts et énigmes proposés pourraient être tellement réutilisés de manière plus profonde qu'on dirait qu'ils avaient pas le temps. Ce qui est peut-être le cas, hein. Mais à mon avis, c'est surtout une question de direction et de public visé. Je dis ça car les nouveaux pouvoirs sont pour le coup vraiment intéressants, et auraient mérité d'être davantage exploités, si Nintendo n'avait pas peur de bloquer ses joueurs. À moins qu'on les prenne pour des cons, hein, tout simplement, vu la simplicité de certains puzzles. Enfin bon, au moins, les 4 nouveaux pouvoirs sont plutôt originaux et remplacent les anciens. On a donc le pouvoir Garry's Mod, qui permet de déplacer les objets, mais surtout de les coller entre eux. Ce que Nintendo souhaite nous faire utiliser absolument tout le temps. C'est la capacité la plus utilisée pour les énigmes. Et en dehors des énigmes, ça permet d'inventer des moyens de navigation plus ou moins bien branlés, ou de faire des trucs comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup, vu ce que ça apporte comme possibilité, et c'est assez ergonomique. En plus des troncs d'arbres, cailloux et autres objets du décor, de nombreux artefacts peuvent être assemblés et ils ont des effets différents, comme un lance-flamme, des roues, un ventilateur et tout ce qui permet de construire un véhicule. Mais je vous laisse la surprise, car avec un peu de créativité, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Ouais, surtout n'importe quoi. Ah, là, ça. On est également équipé d'une batterie qui se recharge dans le temps, afin d'alimenter les différents artefacts en tapant dessus. Par exemple, on peut fixer une turbine sur un radeau et taper dessus pour le faire avancer. Mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire, car tous les artefacts se détruisent de toute manière au bout d'un certain temps d'utilisation. Alors pourquoi limiter doublement le joueur? Et d'ailleurs, se téléporter ou rentrer dans un sanctuaire, ça fera disparaître tout ce que vous avez construit. Alors franchement, pourquoi se prendre la tête à perdre 10 minutes à construire un robot géant pour qu'il disparaisse de manière magique? Et ouais, ce côté temporaire qui me gênait avec les armes, ben en fait, il est aussi présent pour les constructions. Et dire que je comptais me faire un avion de qualité pour traverser Hyrule, mais non, si je fais 500 mètres, il va se péter en l'air, quoi qu'il arrive. Du coup, ça perd quand même pas mal en intérêt, malgré un certain pouvoir optionnel dont je parlerai ensuite. Puis, le pouvoir amalgame, qui permet d'attacher n'importe quel objet à son arme ou à son bouclier, ce qui est assez bien vu à nouveau, et permet de compenser un peu la fragilité des armes, tout en leur donnant parfois des fonctions spéciales. Par exemple, fusionner une épée et une planche de bois permet de faire du vent quand on tape, mettre un champignon au bout de son arme, ça permet de faire valser les ennemis, et des interactions comme ça, il y en a plein, et je les ai sûrement pas toutes découvertes. Mais les armes se pètent toujours assez vite, ce qui fait qu'on s'attachera jamais vraiment à une arme puissante qu'on a trouvée dans un coffre, même après l'avoir customisée. N'avoir aucune arme définitive signifie donc que tous les coffres qui contiennent une épée, un bouclier ou un arc sont fondamentalement inutiles. Et personnellement, j'ai vite arrêté de faire les camps qui ont des coffres comme récompense, voire ceux cachés dans les sanctuaires même, puisque au mieux ils donnent des rubis, toujours aussi faciles à récupérer en masse, des diamants et gemmes facilement trouvables ailleurs, genre sur les rochers, et au pire ils donnent une arme inutile qui pètera au bout de 3 coups. Je le répète, mais quel intérêt de perdre son temps à ouvrir des coffres si c'est pour être en permanence déçu? Bon enfin je m'égare, mais voilà quoi. Le défaut majeur pour la plupart des joueurs a complètement été ignoré par Nintendo, pour changer, à croire qu'ils vivent dans leur grotte quand ils développent.
Ensuite, il y a le pouvoir suivant, rétrospective, qui permet de faire remonter le temps à n'importe quel objet, ce qui a à nouveau des conséquences incroyables sur le gameplay, et permet des puzzles super intéressants. Par exemple, on peut tout à fait renvoyer les projectiles lancés par nos adversaires, ou renvoyer un rocher en arrière si celui-ci est tombé, nous permettant de grimper avec lui. Et enfin, le pouvoir infiltration, qui pour le coup, est un outil de navigation vraiment très utile, notamment parce qu'il y a beaucoup de verticalité dans les environnements. Ça permet de traverser les plafonds de manière intuitive, et j'ai vraiment rien de mal à dire sur cette capacité, qui s'intègre bien au jeu et casse finalement peu de choses dans le level design. Il reste le dernier pouvoir qui lui est optionnel et qui permet de reconstruire des véhicules à partir de plans ou de l'historique de nos précédentes constructions. C'est très pratique et sans ça, j'aurais clairement trop la flemme de reconstruire mes véhicules préférés. Mais à nouveau, à quoi bon s'ils pètent au bout de 2 secondes ou disparaissent au moindre chargement? Les autres nouveautés sont principalement à chercher du côté des environnements, puisque le bestiaire a certes évolué, mais le nombre de nouveaux adversaires reste assez faible de mon point de vue. Les golems remplacent les gardiens, il y a des sortes de gobelins trolls qui peuvent se balader sur les plafonds comme si de rien n'était, et on aura quelques surprises dans les souterrains. Mais à part ça, et des mini-boss copier-coller partout sur la map comme par exemple les dragons de merde élémentaires, ainsi qu'une autre surprise un peu stressante, mais à peine hein. Bah finalement c'est pas beaucoup plus varié. Heureusement que c'est pas les combats l'aspect principal du jeu, sinon il se serait fait atomiser par Elden Ring. Comparaison de merde, oui je sais, c'est pas du tout le même jeu, hein. Pas du tout le même public aussi. Donc, hormis ces quelques nouveaux adversaires, on a maintenant droit aux îles célestes et aux souterrains. Mais j'ai trouvé les deux un peu sous-exploités. Ça devient une habitude là. Déjà, les îles célestes sont peu nombreuses et morcelées dans le ciel. Ne vous attendez pas à des zones gigantesques ou des régions volantes, comme les îles du Prélude par exemple, qui laissaient à penser qu'il y aurait d'autres grandes îles comme elles. Ça ressemble plutôt aux petites îles optionnelles de Wind Waker en fait. Et c'est souvent impressionnant de voir Hyrule en dessous. Et il y a vraiment un sentiment de grandeur décuplé grâce au ciel. Dommage que ça soit en partie gâché par ce côté artificiel, où tout est morcelé. Et hormis quelques collectables, comme les cartes au trésor, il y a finalement peu de choses à faire sur ces îles. Je trouve que ça fait un peu potentiel gâché. Oui je sais, il y a plusieurs zones volantes liées à la quête principale, qui ajoutent un sacré morceau du contenu aérien. Mais j'aurais tellement voulu en voir plus que les petites îles copier-coller, avec leurs cartes au trésor, leurs golems et leurs sanctuaires de merde. Elles représentent même pas 5% du contenu du jeu à mon avis. Alors pourquoi la majorité de la communication autour du jeu, c'était ces îles célestes? C'était pas censé être le thème du jeu par hasard vu ce qui apparaît sur la jaquette et les différents trailers? Et pour les souterrains, clairement, la première fois qu'on descend, ça fait quelque chose, hein. Avec la musique qui introduit ces environnements gigantesques, mais presque entièrement dans le noir. Puis on fait quelques kilomètres, on allume des racines qui illuminent petit à petit la carte, on rencontre quelques ennemis exclusifs, et notamment un gros boss crapaud. Il y a du miasme partout qui limite nos déplacements, et si on reste trop dans ce miasme ou qu'on se prend un coup d'un ennemi recouvert par celui-ci, on perd un cœur maximum, qu'on pourra regagner sous les racines, à l'air libre ou via des potions. Et c'était vraiment bien au début, mais à nouveau, je ne peux m'empêcher de trouver que c'est du gâchis. Car on se fait quand même un peu chier sous terre. Tout se ressemble, tout est homogène. Il y a des petits camps d'ennemis, des mines, des bases Yiga pour récupérer des plans de construction, et puis voilà. J'avais l'espoir de débloquer des trucs cool avec les esprits qu'on collecte en nombre, mais en fait, ça sert juste à acheter d'autres consommables. Bref, après quelques heures, on commence à ne plus vraiment vouloir y aller dans ces souterrains, hormis pour trouver des plans de construction et éventuellement des donjons de la quête principale. Mais il y en a un que j'ai déjà fait, Goronia, et je l'ai torché en maximum 20 minutes, ce qui est un peu abusé. Un dernier truc que j'aimerais mentionner, c'est la musique, qui, même s'il y a pas mal de recyclage, est toujours aussi bien utilisée. Elle continue à être discrète la majorité du temps, mais c'est se faire entendre de manière opportune. Ça fonctionne toujours très bien, et les nouveaux morceaux sont globalement un délice pour les oreilles. J'aime notamment beaucoup l'usage du saxophone, pour symboliser le ciel, ainsi que le putain de thème principal. Donc si c'était pas clair jusque là, cette suite apporte beaucoup de nouveautés, et elle reste un excellent jeu, hein. Mais mon avis, c'est que Nintendo s'est reposé sur ses lauriers, et n'a pas du tout écouté les critiques qu'on avait fait du premier volet. Quasiment tous les défauts, ou en tout cas ce que je considère comme des défauts, sont de nouveau présents, comme si le jeu avait été fait en un an. Sauf qu'il en a eu 6 des années de développement. 6 putains d'années, en utilisant le même moteur, les mêmes assets, et le gameplay avec assez peu de changements. Je trouve ça quand même un peu insuffisant, surtout qu'on peut faire des comparaisons dans cette série. C'est pas la première fois qu'on a une suite
suite directe d'un Zelda, construit à partir du moteur et des assets du jeu précédent. Il y avait notamment Majora's Mask, qui était sorti seulement un an après Ocarina of Time. Et pourtant, il y avait plein de nouveautés, comme les masques qui modifiaient parfois de manière drastique le gameplay, ou la période des 3 jours, avant que la lune s'écrase, ou encore les PNJ qui avaient une routine sur ces 3 jours. Et c'était sans compter le ton beaucoup plus sombre et psychologique qu'avait pris le jeu. Bref, on a déjà vu ce que ça pouvait donner de faire du recyclage réussi, et je trouve donc légitime de faire la comparaison. Alors certes, je n'ai pas encore terminé le jeu. J'ai une vie quand même. Mytho va. Mais je dois en être à peu près à la moitié, voire plus. Mais de ce que j'ai vu pour le moment, j'arrive au même stade après quelques heures de jeu que pour Breath of the Wild. J'ai l'impression de remplir une checklist, et de faire encore et toujours les mêmes choses, qui perdent de l'intérêt au bout de quelques répétitions. Que ce soit les camps ennemis, les mini-boss, les sanctuaires, les Korogu ou les quêtes, j'ai toujours la nette impression de perdre mon temps. Sûrement par manque de vraies récompenses, car à nouveau je me répète, mais obtenir une super arme dans un coffre à la fin d'une caverne, c'est sympa, mais vu qu'elle pète dans 10 minutes, j'ai clairement l'impression d'avoir perdu mon temps. Restent des combats assez faciles et des puzzles trop en surface à mon goût étant donné le potentiel énorme dont j'ai parlé, et on se retrouve avec une suite honnête, un jeu vraiment bon, surtout en 2023, où apparemment c'est la mode de pondre des merdes pas finies qui ont coûté des millions, mais à titre personnel, ça reste un Zelda plutôt décevant par rapport à mes attentes, et surtout par rapport au potentiel qu'il avait. Voilà, à vos pics et à vos fourches, venez me détruire en commentaire. Traitez-moi de troll, parce que j'ose soulever certains problèmes et que je ne considère pas que c'est un jeu parfait. Non, je rigole, me cassez pas la gueule s'il vous plaît, c'est juste un avis personnel d'un fan de la licence. Le vôtre est sûrement différent, mais il m'intéresse aussi. Que pensez-vous de ce Tears of Kingdom? Remplit-il vos attentes ou êtes-vous un peu déçu comme moi du manque de changement ou de certains défauts non corrigés? Et surtout, vous en pensez quoi de ce format? C'est certes moins construit que mes vidéos classiques, mais c'est beaucoup plus rapide à sortir. Et si ça vous plaît, j'aimerais bien continuer à en faire d'autres des comme ça. Et c'est sur ces paroles que je m'arrêterai. Allez, peace!